Il sera beaucoup, il faut le dire, consacré à la finale de Champions League entre le PSG et l'Inter. Vous allez voir les premières images, quelques incidents, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, enfin en tout cas des tensions importantes à la fois sur les Champs-Élysées et tout près du Parc des Princes. On reviendra sur ces images. Ce soir, on va avoir besoin de l'expertise de Benjamin Camboulive. Bonsoir, vous êtes le porte-parole Alternative Police CFDT, vous êtes très mobilisé ce soir évidemment parce qu'il n'y a pas un policier qui a le droit de prendre un jour de congé s'il était mobilisé et appelé. La soirée s'annonce très chaude. Disons que des violences, on sait qu'on en aura, il y en a déjà eu un petit peu pour partie, parce qu'elles tiennent plus à la nature de l'événement qu'au dispositif de sécurité qui est mis en place. Évidemment qu'il y a un dispositif qui est colossal, parce que l'événement il est historique, donc on veut mettre un gros dispo. Et puis il y a eu des débordements à la demi-finale, donc ce serait même inconscient de ne pas mettre un dispositif en regard des risques. Mais on le sait, là c'est sur les Champs-Élysées, notamment à l'issue du match, que de plus gros risques va se manifester. Ça a commencé, donc on est porte de Saint-Cloud, poubelle renversée, gaz lacrymogène envoyé, et vous voyez sur ces images, mortier d'artifice tiré de manière tendue vers les CRS, et on sait tous que c'est pas fait pour rigoler. Pardonnez-moi, mais quand on voit ces images, j'entends bien que les Champs-Élysées ont été sécurisés. Moi, je m'attendais ce soir à ce qu'il y ait du barriérage et même du filtrage, en fait, pour accéder aux Champs-Élysées. Ou des QR codes, tout ce qu'on veut. En tout cas, pour être sûr que ça passe pas. En fait, et c'est pas le cas, Benjamin Cambouis. Mais ça se passe pas exactement comme ça. Disons que vous avez déjà les risques en eux-mêmes sur les champs, et après l'action de la police et ses limites, qui expliquent pourquoi il y aura malgré tout probablement de la casse. Le risque, c'est de vous retrouver avec des bandes de cité essentiellement qui vont arriver et qui vont essayer de s'agréger sur le mouvement de foule, sur la manifestation, parce qu'ils vont voir ça comme une opportunité pour piller, peloter, casser, voler. Et ce sont des délinquants opportunistes des mouvements sociaux. Il me semble que pour le 14 juillet, on vient pour faire une fête, éventuellement assister à un spectacle qui est aujourd'hui autour de l'Arc de Triomphe, qu'on va voir un feu d'artifice, etc. On sait ce qu'on vient faire. Là, il y a un truc un peu cathartique. Ce soir, on va venir aussi se défouler, me semble-t-il. C'est clair, c'est-à-dire que la violence, c'est leur manifestation de la fête. Eux, ils viennent faire la fête, c'est comme ça qu'ils le font. La définition de la fête, peut-être, doit être revue, mais personne n'appelle ça une fête. Bien entendu. Défoncer des vitrines, s'en prendre à des CRS, tirer dessus avec des mortiers d'artifice. C'est là qu'on voit les limites des dispositifs massifs. Parce que vous avez beau mettre 5400 policiers sur l'Île-de-France, enfin sur Paris, la petite couronne, vous n'empêcherez pas toutes les violences. C'est pas possible. Ce qu'on recherche avec ça, c'est le fameux effet JO. On se dit, si on met du bleu partout, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas d'infraction. On ne peut jamais couper toutes les violences, toutes les infractions. Toutes ces interventions dans les foules sont extrêmement difficiles, voire quasiment impossible à réaliser pour la police. C'est pour ça que la base en matière de l'ordre, c'est que quand vous avez des destructions de biens publics, quand ça reste du matériel, on n'intervient pas, on attend que ça se tasse. On intervient uniquement quand ce sont des atteintes aux personnes. Parce que si vous intervenez systématiquement, vous aurez des dommages collatéraux, vous allez avoir des mouvements de foule. Alors que le matériel, le raisonnement, en gros, c'est que ce sont les assurances qui couvrent. Sauf que c'est faillible comme raisonnement, parce que les commerçants, pour qu'ils se fassent rembourser, c'est pas si simple. Et quand c'est des abribus, c'est du matériel public qui est pété, c'est le contribuable qui paye. L'antisémitisme en France, avec la profanation de plusieurs lieux à Paris, le mémorial de la Shoah, 3 synagogues et un restaurant ont été aspergés de peinture verte. Qui a fait ça? On ne sait toujours pas. En tout cas, l'ambassade d'Israël en France est dite horrifiée par cette attaque antisémite coordonnée. C'est le mot coordonné qui est intéressant, sur fond de discorde problématique entre certains responsables français et Israël. C'est une manière aussi tout à fait diplomatique de dire qu'entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, rien ne va plus. Et d'une façon générale, entre la position de Paris, la position diplomatique de Paris et Israël. Mais on va revenir d'abord sur les faits, sur ce qui s'est passé à Paris, sur cette peinture verte qui a été jeté très tôt ce matin. Je voudrais qu'on revienne sur les dégradations à Paris. Alors tout le monde a dit mais pourquoi cette rue n'est pas sécurisée? Pourquoi il n'y a pas plus de police? C'est le début d'une fête juive. D'ailleurs le préfet de police, Laurent Nunez, avait demandé une plus grande sécurisation des lieux de culte. Pourquoi ça l'est pas? On est au cœur historique du Marais. On est à côté du mémorial
mémorial de la Shoah. Comment se fait-il qu'on ait si facilement pu profaner ces lieux? Déjà, évidemment, c'est insupportable. On est à 62%, donc des actes antireligieux qui sont des actes antisémites en France. Et il y a un phénomène encore plus marquant, c'est que ça a quadruplé dans les écoles, les actes antisémites. Donc il y a véritablement une vague avec tout un climat incitatif, notamment celui d'une certaine parole politique, qui va amener sur notre sol la part religieuse du conflit israélo-palestinien, et ça va contribuer à cette explosion, à cette montée des violences. Que peut faire la police? La police, c'est pas depuis hier, elle fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire qu'elle sécurise les lieux de culte, elle sécurise les écoles, elle sécurise les sites sensibles, quand il y a des temps de danger particuliers, des temps symboliques. Et évidemment, dès qu'il s'est passé quelque chose, alors il y aura un dispositif de sécurité. Mais la police, elle est confrontée à quantité de problématiques qui s'accumulent les unes aux autres, et elle travaille à effectif constant. Donc la solution de fond, elle n'est pas sur la multiplication des forces de voie publique, elle est aussi sur l'éducation. Comme je vous le disais, dans les écoles, on a quadruplé le nombre d'actes antisémites, parce que les gamins, ce qu'ils font à l'école, c'est de refléter ce qu'ils entendent à la maison. Donc il faut travailler, il faut que l'école elle joue un rôle de contrepoids en amenant un petit peu de culture dans ce marasme. Voilà. Alors, voilà, vous vous rendez compte l'ambiance qu'il y a dans ce Parc des Princes, et les gens ne sont pas sortis, ils ne sont pas partis, ils ont envie de profiter, ils vont regarder les images encore, la remise du trophée. Le match est terminé, mais on va remettre les trophées, je pense qu'on vous montrera très rapidement tout à l'heure les images, et en même temps, tous ces gens-là, a priori, vont pour la plupart converger vers les Champs-Élysées. Oui, mais ce ne sont pas eux le public problématique, là, ce sont des vrais supporters de foot. C'est soit ceux qui ont payé leur billet, ceux qui sont abonnés au parc habituellement, et qui convergent vers les champs. C'est effectivement ce qui est prévu. C'est là qu'on a la majorité du dispo, donc plus de 2700 collègues là, spécifiquement autour des champs. Donc c'est monumental, et c'est comme ça que c'était envisagé. Là, on va encadrer à l'extérieur, en restant en maintien de l'ordre. Et puis pour l'intérieur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va respecter cette échelle des priorités, c'est-à-dire que le matériel, on laisse faire, et les violences, évidemment, aux personnes, là, il y a une intervention. Si la légitime défense d'une personne, légitime défense d'autrui qui est constituée, bien sûr qu'il y a une intervention des forces. Pour les violences, s'il y a des départs de feu sur un immeuble d'habitation ou autre, là, bien sûr, on intervient. Image à l'intérieur, encore une fois, du Parc des Princes, où ce soir, il n'y avait pas le match, mais était retransmis sur des écrans géants, cette rencontre largement remportée par le Paris Saint-Germain, donc qui remporte pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions, le plus beau des trophées, évidemment, après la Coupe du Monde. Image à l'extérieur de la porte de Saint-Cloud, image de la Tour Eiffel aux couleurs du parc du PSG, et puis des artifices, quelques artifices. Alors, engins pyrotechniques. Ouais, des engins pyrotechniques, comment on dit, des mortiers d'artifice voilà, mais c'est un peu d'artifice interdit. Interdit. Avec 80 interpellations ce soir, dont 59 selon le communiqué de la préfecture de police de Paris pour usage justement de mortiers, donc ce qu'on appelle des engins pyrotechniques passibles d'une amende. Oui, c'est-à-dire qu'on peut interdire la vente, mais ça se vend à 10 € dans toutes les cités, vous avez autant que vous voulez, donc c'est pas ça qui va empêcher la circulation des mortiers, avec là si c'est une utilisation pour faire fêter la victoire, voilà, plutôt que de s'en servir comme munition contre les forces de l'ordre, parce que c'est extrêmement périlleux, à quel point ils font n'importe quoi avec ça, à tir tendu, et il y a moyen de tuer tout simplement. Oui, là on est à 59 interpellations, c'est ce que vous disiez. 80 interpellations, 59 pour les engins. 59 seulement pour les mortiers, ouais, non, en tout cas ce que ça peut souligner, c'est le problème qu'on a en maintien de l'ordre avec les interpellations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez interpeller, il va falloir que vous alliez emmener forcément votre interpellé dans le commissariat, le présenter à l'officier de police judiciaire pour lui notifier ses droits de garde à vue. À chaque fois que vous faites ça, que c'est une unité constituée qui fait ça, vous allez prélever 2 à 3 effectifs de l'unité pour faire ce trajet. Ce qui veut dire que là, il va s'ouvrir une heure, un laps de temps, l'heure légale, pour le délai entre l'interpellation et la présentation pour la notification des droits par l'OPJ. Pendant cette heure-là, vous devez trouver un véhicule. Vous devez trouver les collègues qui vont venir avec vous, vous devez déterminer dans quel commissariat vous allez, parce que là, il y a beaucoup d'interpellations. Donc, on va les dispatcher dans tout Paris, parce qu'il n'y a pas de quoi les accueillir dans les commissariats qui sont proches. Et une fois que vous êtes sur place, vous devez faire ce rapport. Un rapport et pas un procès verbal, parce que quand on est en maintien de l'ordre, on perd sa qualité de police judiciaire. Et revenir sur le dispositif. Donc, ça vous fait une situation où vous avez déjà un manque d'OPJ qui est criant, et puis des problématiques de délai de route. Donc, ce qu'on estime, nous, comme
comme nécessaire, c'est de permettre de mettre en place des cars avec des OPJ autour des dispositifs de maintien de l'ordre, de façon à ce qu'on ne perde plus de temps sur les trajets, à ce que les procédures soient mieux réalisées, pas dans l'urgence, et à ne pas amputer les dispositifs de maintien de l'ordre des effectifs nécessaires pour faire les trajets. Je crois que l'un de vos collègues tout à l'heure sur ce plateau disait, lors de la demi-finale, il y a eu une quarantaine d'interpellations, 4 comparutions. Seulement ça, 4. Cette difficulté est là. Pour quel résultat, justement? Tout ce travail, toute cette activité pour un résultat judiciaire, somme toute, ridicule. Parce que tout dépend des profils, donc pour la suite, on va dire en termes de justice, et après tout dépend aussi de la qualité du rapport de police qui est rédigé initialement. Ça peut capoter des deux façons, soit parce que le rapport il est rédigé dans l'urgence, parce qu'on n'a pas assez d'officiers de police judiciaire pour permettre, comme je vous le disais, de les avoir à proximité des dispositifs de maintien de l'ordre, soit ensuite via la réponse pénale, parce que avec la justice des mineurs notamment, vous avez très très peu de réponses effectives. Juste un mot sur ce que vous disiez à propos des fan zones. Je comprends ce que vous voulez souligner, mais une fan zone, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit circonscrite, qu'elle soit fermée. Parce que c'est ce qu'on a voulu faire là, au Parc des Princes. Si vous avez une fan zone qui n'est pas fermée, les gens vont aller n'importe où et vous ne pourrez pas les interpeller. Donc d'un point de vue sécuritaire, c'est pertinent que de ne pas en mettre en pleine rue. Mais le déplacement des véhicules d'intervention, c'est quelque chose de très compliqué. C'est les soirs de liesse ou le rassemblement populaire comme ça, là, avec des foules qui vont se déplacer. Alors, parfois ça se passe bien, parfois il y a une hostilité plus importante. Les véhicules de pompiers n'interviennent pas seuls, ils sont toujours encadrés, me semble-t-il, de véhicules de police. Oui, parce que le boulot normalement de maintien de l'ordre, c'est de barrer des rues pour orienter les personnes ou pour les empêcher de partir dans des directions anarchiques. C'est pour ça que justement les braves sont capitales pour pouvoir aller intervenir directement, rapidement et amener une réponse que ne pourraient pas amener des unités constituées. Je disais tout à l'heure, utilisation de drones et de moyens modernes, utilisation aussi de canons à eau et tant mieux ce soir. Et la reconnaissance faciale, est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est utilisé ce soir? On a appris il y a quelques jours que Gérald Darmanin avait l'objectif de mettre en place un groupe de travail pour travailler précisément sur la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est absolument interdit aujourd'hui en France. Elle est utilisée dans les aéroports, me semble-t-il, mais uniquement si les passagers sont d'accord avec son utilisation. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas ou qu'on a utilisé au compte-gouttes ou pour des expérimentations. Et pourtant, c'est un outil qui s'avère être d'une très très grande efficacité, notamment lorsqu'il y a des voyous, notamment lorsqu'il faut les repérer, mais pas que d'ailleurs, hein, ça peut être utilisé dans beaucoup de domaines. Pour les narcos en particulier, je crois que Gérald Darmanin pensait à ça. Alors, est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que dans ce genre de soirée, on pourrait les utiliser quand ça tourne mal, évidemment? C'est-à-dire que la problématique, c'est celle des libertés individuelles et des Conseil constitutionnel et CNIL. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut amener des éléments supplémentaires, mais on va être contraint par ceux qui vont vouloir mettre en avant le droit des personnes systématiquement, parfois au mépris de la capacité d'action des services de police. En 10 ans, on a vu à quel point la violence avait explosé et à quel point aussi les policiers municipaux étaient en première ligne. Ils se confrontaient à la même violence que les policiers nationaux et la population a envers eux exactement la même attente légitime de sécurité. C'est-à-dire que vous vous en moquez complètement, que ce soit policier national ou municipal qui viennent vous aider. Et quand le délinquant frappe, il ne regarde pas la couleur du maillot non plus. Donc il est évident qu'il faut une uniformité des moyens des polices municipales de façon à ce que la sécurité ce soit la même partout. Parce que c'est ça le grand péril quand on parle de développer les pouvoirs des polices municipales, c'est l'iniquité territoriale dans l'accès au droit à la sécurité. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec des communes accès sécurité et d'autres non, il y a des communes qui n'ont pas les mêmes budgets que les autres, qui sont à droite, qui sont à gauche. Et donc si la sécurité devient politisée, c'est le plus gros danger. Mais est-ce que tout était à ce point prévu, anticipé? Donc la difficulté, c'est effectivement de pouvoir gérer à la fois les sites qui sont prédéfinis, là où on masse la plus grande partie des forces, et puis toutes les manifestations spontanées, donc de joie ou de violence, s'il doit y en avoir.
Là, ce qu'on a pu voir, c'est que ça a été maîtrisé, ça a été encadré, notamment grâce à ce dispositif qui permet de projeter des forces si besoin. De la vertu des fan zones, est-ce qu'il vaut mieux pas une fan zone où on commence tôt, on encadre les gens très tôt et on évite le mouvement, plutôt que de concentrer les choses sur les Champs-Élysées où c'est un peu à qui tout double, j'ai l'impression. La seule question, c'est fan zone ouvert ou fermé. Pour qu'une fan zone soit efficace, il faut qu'elle soit circonscrite, que vous ayez la maîtrise de la situation, que vous puissiez la canaliser. Si c'est ouvert, vous n'aurez pas la possibilité de maîtriser les gens, vous ne pourrez pas procéder à des interpellations quand ils partiront. C'est ce qu'on avait vu, c'est vraiment une crainte absolue. Il y a 3 semaines, ouais. L'énervement, c'est une voiture qui est bloquée, qui essaye d'accélérer, qui emporte avec elle des supporters il y a quelques jours à Liverpool. L'énervement ou la panique. Abominable et atroce, mais on avait vu ça également à Paris. L'énervement ou la panique, c'est-à-dire qu'ils ont peur que leur voiture soit renversée, ils ont peur d'être agressés, ils pètent un plomb, ils accélèrent dans la foule. Ça peut aussi arriver comme configuration. Là, on est dans la phase où on veut libérer les choses. Est-ce qu'il y avait une limite annoncée ce soir pour faire la fête? Il n'y a pas de limite horaire. Non, Sky is the limit. La limite, il n'y a pas d'heure précise, mais disons que ça se ressent, comme vous le disiez tout à l'heure, quand ceux qui sont réellement des supporters ont fini de faire la fête, quand la manifestation est réellement terminée et que seuls restent ceux qui veulent créer du trouble, il est là le moment où c'est terminé. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir réinvestir la voie publique, rouvrir la circulation là où elle doit être rouverte, parce qu'on ne va pas couper Paris à cause de quelques andouilles qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre. Et en fin de manif, vous avez toujours des gens qui maintiennent une forme de pression, une forme d'hostilité, et donc vous êtes obligé de les faire partir parce qu'ils ne partiront pas d'eux-mêmes.